Conversation chez La Pérouse est très très honoré de recevoir Serge Rezvani pour la deuxième fois. C'était en juin dernier, vous étiez le dernier invité de la deuxième saison et vous êtes un des premiers invités de la nouvelle saison. Non, je suis très heureux d'être là. Et merci infiniment. Nous célébrons aujourd'hui votre prix Renaudot Poche, Les Années-Lumière, aux éditions Philippe Ray. Et c'est bouleversant parce que ce livre, Les Années-Lumière, c'était votre premier roman, Oui. publié en 67. Oui. Cela fait donc, si on est bon en maths, 57 ans. Voilà, peut-être bien. Et vous étiez déjà sur la dernière liste du prix Renaudot en 67. Vous ne l'aviez pas eu. Il était sélectionné au Renaudot. Voilà. Mais à l'époque, j'étais pas dans le jury, donc c'était des cons. Et maintenant... Non, c'était très bien. Bah, j'étais pas très pour les prix. Oui. Il y a trop de perdants. Mais bref, celui qui les a eus, qui a eu le Renaudot... Cette année-là, oui. était un très grand écrivain que j'aimais énormément. Après, on ne s'est jamais rencontrés, mais on est devenus très amis. On a eu une correspondance sur des années et des années, jusqu'à ce qu'il se suicide. Mais c'est un très grand écrivain, c'est Salvat Etchart. Salvat Etchart, qui avait publié Le Monde tel qu'il est au Mercure de France et qui avait obtenu le prix Renaudot. Mais qui n'est pas venu le chercher. Il n'était pas venu le chercher, oui. Et vous ne lui en avez pas voulu? Au contraire, j'étais très heureux. On était sélectionnés dans tous les prix et on avait nos livres côte à côte dans tous les présentoirs. Ah oui? Et finalement, on a eu envie de se connaître et on ne s'est jamais rencontrés. Mais on a beaucoup échangé de lettres. Et c'est avec ce livre, Les Années-Lumière, que vous êtes devenu écrivain. Vous étiez un peintre à succès, et tout d'un coup, vous vous lancez en littérature. Je suis un peintre qui s'est mis à écrire. Hein. Oui. C'est un livre iconoclaste, libre. Je m'en foutais de la littérature. Non, j'étais un grand lecteur. Oui. Mais de passer de l'autre côté, ça a été quelque chose d'extraordinaire pour moi. Mais c'est vrai que c'était... Encore une fois, je l'ai déjà dit en dehors du micro, c'était pour séduire ma femme, qui s'appelait Lula. Lula. Oui. Et dans le livre, d'ailleurs, vous lui lisez les chapitres, les uns après les autres. Quelquefois, elle râle, elle critique. Absolument. Ou elle aime beaucoup aussi. Elle aimait beaucoup, et puis surtout, je lui lisais un livre que je n'arrivais pas à faire. Oui. C'est très moderne pour l'époque, hein, parce que en 67, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de livres qui analysaient et faisaient leurs propres commentaires. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Aujourd'hui, tout le monde a copié sur vous. Oui, les gens écrivent un livre et ils disent « je suis en train d'écrire un livre ». Mais ce n'était pas tellement le cas à l'époque. C'était très nouveau. Pour moi, c'était un moyen d'avancer. Oui. Ce n'est pas idéologique du tout. Ce n'était pas prémédité. Mais le sujet du livre n'est pas ça. Le sujet du livre n'est pas un écrivain qui écrit son livre. C'est votre enfance. C'est l'enfance pendant et après la guerre d'un fils de magicien et de cancéreuse, juive, russe, malade. Votre mère était très malade. Ouais. Ça a été épouvantable pour vous. Et elle vous confie elle vous abandonne, en fait, dans un orphelinat. Et votre père vous récupère. Et lui, c'était un fou. Fou absolu. Oui. Et c'est tout le sujet de ce livre. C'est une enfance sans parents. Oui, et puis un enfant, je parle de l'enfance au moment où l'enfant est un objet. On le soulève, on le pose, on le met là. Oui. Et ça a été très difficile. Et ça m'a beaucoup intéressé d'écrire ça comme ça, du point de vue de l'objet enfant. Oui, sans cesse, il est arraché. Exactement. Il pleure tout le temps. Vous pleuriez énormément. Oui, d'ailleurs, je ne pleure plus jamais. J'ai vidé mon lac de larmes. C'est un livre très dur, hein, c'est vrai. Je ne sais pas si... je ne sais pas comment il a été reçu en 67, mais je peux vous dire, moi qui l'ai lu en 2024, que ce livre ferait scandale. C'est un livre sur la maltraitance. On ne disait pas ce mot-là à l'époque. Mais non, ce qui est drôle, ce qui a fait scandale, c'est à ne pas y croire. Il paraît que les ouvriers du livre, qui ont composé le livre, étaient contre les passages érotiques. Oui. Ça choquait encore. Alors, en 67 ou en 2024 ? En 67. En 67, d'accord, oui. Par contre, ça a été très reçu. Alors, parce qu'il y a des passages érotiques, il faut le dire, où le narrateur, qui est un peu vous, oui, il entend sans arrêt, c'est son père qui n'arrête pas de baiser. Oui, puis autour de lui, oui. C'est une époque aussi où on parlait du sexe d'une manière
plutôt comique, Oui, c'est vrai. mais très libre, mais Oui. très drôle. Enfin, c'est quand même beaucoup C'est un livre sur le chagrin d'un enfant ballotté, mis en pension, repris, rejeté, Mais confié à des copains, C'est la chance. Jules Renard disait tous les enfants n'ont pas la chance d'être orphelins. Oui. Et j'ai eu cette chance. Vous croyez vraiment que c'est Ah, une chance? En tout cas, bien ça a sûr. fait de vous l'écrivain que vous êtes. Ça a fait surtout quelqu'un qui ne croit en rien d'autre que ce qu'il a analysé par soi-même, même enfant. Oui. Il faut reconstruire le monde à sa façon et ne pas accepter le monde tel qu'il est et qu'on vous le livre. Et puis, vous avez été, sans le vouloir, indépendant très tôt. Ah oui. À quel âge? À 9 ans? Non, en sortant du ventre de ma mère, oui, vraiment. Déjà, oui. Ben oui. Et tous les malheurs que j'ai eus, je ne les sortais pas comme des malheurs parce que je n'avais aucune référence, aucun point de comparaison. Oui, bien sûr. Donc j'ai vécu avec beaucoup d'enthousiasme, même mes malheurs. Ouais. Alors, Philippe Ray, donc, vous rééditez non seulement Les Années-Lumière cette année, mais vous avez aussi réédité Le Testament amoureux, qui est l'autre grande autobiographie de Serge Rezvani, où il parle également de son enfance pendant la guerre et après la guerre, et de toute sa vie, et de son amour avec Lula. Comme Serge est déjà venu, et il en a déjà parlé, on va parler d'autre chose aujourd'hui, mais je voulais simplement savoir comment vous vous étiez rencontrés tous les deux. Alors, j'ai rencontré Serge il y a 31 ans, Serge. 31 ans, j'étais aux éditions Stock et nous avions publié ce qui est, à mon avis, peut-être le plus grand livre de Serge, qui s'appelle La Traversée des Monts Noirs, qui est un roman absolument extraordinaire, assez grave, où la Shoah, toutes les problématiques de la Shoah sont reflétées dans le travail des ornithologues et des vols des oiseaux. C'était un livre extrêmement virtuose et fabuleux. Et donc, on s'était rencontrés, j'avais beaucoup sympathisé avec ça. J'ai connu Daniel, donc Lula. Lula, oui. J'ai connu Lula. Vous avez cette chance. J'ai cette chance d'avoir connu Lula, que j'ai trouvé extraordinaire, et j'ai pu admirer la beauté de ce couple aussi, Oui. de leur relation. 52 ans. 52 ans. Tous les jours, ensemble. On ne s'est jamais séparés, ni d'une nuit, ni d'un repas. Si, une nuit, parce qu'on m'a ouvert en deux. On m'a fait un pontage. Un pontage. Et là, donc, elle n'était pas à côté On de avait vous. un petit lut de camp quand même. Ah oui, quand même, oui. Non, c'est vrai, on s'est jamais... Mais c'était pas volontaire. Hein. Oui. Ce qu'on ne voulait pas, on n'avait pas envie d'être séparés. Oui. On se trouvait très bien ensemble. Elle avait beaucoup d'humour, de fantaisie et d'intelligence. On s'est jamais ennuyé, même pas une minute. Et tout le monde est très jaloux quand il dit ça. À chaque fois, les gens se regardent. Oh, c'est merveilleux. Depuis qu'elle est morte, je suis jaloux de moi. Mais dites-moi, alors donc, La Traversée des Monts Noirs, vous l'avez pas réédité, celui-là? Non, c'est en projet. D'accord. Alors, on est allé par étapes. Donc, on a commencé par les livres autobiographiques, donc Le Testament amoureux, et puis là, Les Années-Lumière et Les Années Lula. Donc, ce sont les livres... où Serge revient sur son enfance, sur sa vie, et la beauté de sa relation avec Lula. Ce sont de très beaux romans d'amour. Et puis, j'étais moi très touché par cette enfance qui est racontée à la fois dans Le Testament amoureux, mais surtout dans Les Années-Lumière, Oui. où Serge découvre son père, est ballotté de pension en pension. C'est un livre, mais c'est raconté avec une sorte de grâce. Oui. On comprend le chagrin, mais il y a de la grâce. Et donc, voilà. Et La Traversée des Monts Noirs sera pour l'année prochaine. Mais aussi, j'ai publié un livre très intéressant de Serge, parce que vous savez que pendant le confinement, Serge dessinait tous les jours plusieurs dessins. Oui, oui. Eh bien, on les a rassemblés dans un livre qui s'appelle Amour, Humour, où il y a 700 dessins. Et c'est un livre absolument stupéfiant. Donc, ça, c'était... Qui a été publié par notre ami libraire, Marie-Rose Guarnieri, oui. chez Gallimard. C'est un livre blanc. Il y avait un titre, et chacun pouvait... C'était distribué gratuitement à tout le monde. Chacun pouvait écrire par rapport au titre du livre ce qu'il voulait. Finalement, j'étais, je crois, le seul à le faire, mais je l'ai fait 2 fois.
350 jours, plus 350 jours. Donc ça fait un gros livre. Oui, oui. Que vraiment, alors je trouve Philippe a eu le courage, l'héroïsme de le publier. Voilà. Je signale aussi, et ça c'est un monument, c'est un livre une poésie de Paul Éluard. Vous avez connu Paul Éluard quand vous aviez 17 ans. Oui. C'était juste après la guerre, en 47, par là. Voilà, c'était encore l'époque du rationnement, c'était la guerre quand même. Hein, juste l'après-guerre, c'était très, très difficile. Et comment en êtes-vous arrivé à illustrer donc ce livre? Elle se fit élever un palais. Illustré. Je me suis trouvé dans le Midi sans un sou. Bon, c'était l'après-guerre. Hein. Il n'y avait rien à manger. Il n'y avait même pas de papier pour dessiner. Et donc j'étais à Nice et ne pouvant pas acheter de couleurs ni rien, les gens mettaient leurs poubelles dans des petites caisses à savon. Moi je prenais ces caisses à savon, je prenais les planchettes et j'ai gravé dans le bois des profils de femmes. Et ces profils de femmes, finalement, je les ai ramenés à Paris. Voilà, je montre un peu les... Voilà. Et vous les avez ramenés, mais comment en êtes-vous arrivé à ce que Paul Éluard veuille en faire un poème? Non. Alors, disons que je connaissais un poète surréaliste qui a été mon beau-père par la suite, qui était de la famille Lanzmann. Et donc, quand il a vu ces bois gravés, il les a montrés, d'ailleurs à Cocteau, à Aragon et à Éluard. Tous les trois voulaient faire un livre avec moi. Ils ont été emballés par ces gravures. Et finalement, c'est Éluard qui m'a donné un poème sublime, que je trouve très beau, qui d'ailleurs était prémonitoire, qui disait vraiment ce que notre vie serait avec Lula par la suite. Alors ça, c'est particulièrement étonnant. Est-ce que je peux vous demander de lire un extrait donc de « Elle se fit élever un palais dans la forêt » de Paul Éluard, où il a décrit votre vie future avec Lula? Alors, je l'ai pris au milieu, comme ça, tel quel. Où vous voulez. Des eaux livides et désertes, à travers des rouilles mentales et des murailles d'insomnie, tremblante petite fille aux tempes d'amoureuses, où les doigts des baisers s'appuient contre le cœur d'en haut, contre une souche de tendresse, contre la barque des oiseaux. La fidélité infinie, c'est autour de sa tête que tournent les heures sûres du lendemain. Sur son front, les caresses tirent au clair tous les mystères. C'est de sa chevelure, de la robe bouclée de son sommeil, que les souvenirs vont s'envoler vers l'avenir, cette fenêtre nue. C'est beau? Ah oui, c'est merveilleux. Et donc ce livre, alors attendez, c'est un grand poème. C'est, je crois, un des plus longs poèmes d'Éluard. Oui, et puis Paul Éluard symbolise la résistance. Mais je peux aujourd'hui. raconter. Oui, dites-moi. Vous pourrez toujours on est là couper, pour ça. Un jour, alors j'avais très faim. Il n'y avait rien à manger. Chaque fois que je faisais ces gravures, j'en apportais quelques-unes à Éluard pour que... Il m'attendait toujours avec sur le coin de la table du pain, du fromage. Et une fois, il y avait une orange. À l'époque, il n'y avait pas d'orange. Et puis, à mesure, il m'a même épluché. Il était très gentil. Et je mangeais, j'avais faim. Et il épluchait une orange. Il m'a dit, j'ai écrit un poème, un vers que tout le monde connaît et que personne ne peut s'expliquer. C'est quand j'étais parti en vacances, disait-il, j'avais laissé des oranges dans un compotier. Et quand je suis rentré, elles étaient bleues. Ah oui. Pourri. La terre est bleue comme une orange. Oui, c'est ça, c'est comme et ça. quand il est mort, je connaissais sa femme, qui était une journaliste, sa dernière femme. Je la rencontre au Flore et je lui dis, vous savez, est-ce que vous connaissez l'histoire de la terre est bleue comme une orange? Elle me dit, surtout ne racontez jamais ça. Parce qu'il fallait que ça vienne un verre. Oui. Et c'est super. Oui, c'est trop... J'ai vu une orange bleue. Oui. Donc, la question que j'ai pas osé vous poser la dernière fois, je la pose aujourd'hui. Ah, d'accord. Comment avez-vous survécu à l'extermination? Vous êtes le fils d'une juive russe. Vous avez vécu toute l'occupation à Paris ou à côté de Paris. Ah oui, et à côtoyer des Allemands tout le temps, des soldats. Et c'est un miracle. Comment avez-vous fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous passiez au travers pendant 5 années? Oui. Par chance, mon père, qui n'avait pas beaucoup d'argent, a entendu parler d'un pensionnat de Russes blancs tenu. D'ailleurs, le directeur était
le général de la garde du tsar, et les pions étaient des colonels, c'était des gens épouvantables, qui avaient tiré... Des Russes orthodoxes. Des Russes blancs. Oui, Oui, qui avaient même tiré comme des pigeons, alors que le bateau s'éloignait de Sébastopol, ils tiraient les rouges comme ça, comme des pigeons. Et donc c'était des gens très durs, mais j'étais au cœur même de l'antisémitisme russe. Ils étaient complètement pro-allemands, en souhaitant que les Allemands leur restituent leur Russie du tsar. Donc vraiment, j'étais dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que c'était le meilleur moyen de se cacher, c'était Absolument. d'être chez les pires collabos. Absolument. Et puis il faut reconnaître que je n'avais pas du tout la conscience de ma judéité. Oui. Si je l'ai maintenant, c'est pour d'autres raisons. C'est pour pouvoir dire ce que je pense ouvertement. Parce que la plupart des Juifs ont très peur de dire quoi que ce soit, sauf sur la Shoah. Mais je pense qu'il faut dépasser ça et être aussi lucide pour ce qui se passe aujourd'hui, à tout point de vue. Oui. Et sur l'Iran, et sur Netanyahou. Quoi, c'est une histoire qu'il faut affronter. Il faut pas se taire devant tout ça, par peur de mal parler. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler librement. Beaucoup d'Israéliens critiquent Netanyahou quand même. Comment ? Oui, bien sûr. Et comment il est détesté en Israël, bien sûr. Oui. Heureusement. Et donc, en fait, vous ne vous cachiez même pas. C'est ça qui est incroyable. Vous alliez à Paris, vous preniez le train, vous reveniez. Oui, bien sûr. En fait, les gens pensaient que vous étiez un Iranien. Mon nom iranien m'a préservé tout au moins dans ce pensionnat. Oui. J'avais comme ami un autre, mon frère, c'était Robert Hossein, dont la mère était juive et dont le père était iranien aussi. On avait 12 ans. Et jusqu'à 15, 16, 17 ans, non. À 15 ans, la guerre se termine en 45, vous êtes né en 28, On était donc des gamins. Vous aviez 15 ans. Oui. Et on a 17. On a passé au travers de tout ça, lui aussi, pour les mêmes raisons. Oui, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Mais alors donc, je disais, quand on lit Les Années-Lumière, en 2024, c'est d'une dureté épouvantable. Vous êtes partagé entre cette mère mutilée par les opérations de son cancer Oui, on et... coupé vif à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas la chimio. Pas du tout. Oui, c'est ça. Ouais. Non, Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On opérait tout le temps. On coupait les morceaux. Ouais. Et elle vous montrait ses cicatrices. Ah oui, elle était assez incestueuse avec moi. Oui. Et votre père aussi, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a cette scène où vous êtes quasiment en train de faire des câlins appuyés à votre belle-mère, la compagne de votre père. Ça a été mon premier amour, qui était assez loin, oui. Elle était très, très belle. Et pas un grand écart d'âge. Et je crois qu'elle a été très sensible à votre charme. Cet amour de... Oui, c'était... Mais j'étais aveuglément amoureux d'elle, comme ne peut l'être qu'un enfant, un préadolescent. Philippe Rey, vous avez conscience que tout ça est un peu impubliable en 2024. Vous n'avez pas honte de publier un roman aussi scandaleux ? Non, parce que Serge est un magicien. Et il transforme la réalité, la rend belle et la rend poétique. Et ce n'est pas raconté de la même manière. Et comme éditeur, vous avez... Alors, je précise, vous êtes né à l'île Maurice ? Oui. Donc c'est pour ça que vous avez cette attirance pour des auteurs internationaux et même créoles. Vous êtes l'éditeur de Joyce Carol Oates. C'est vous qui avez eu le prix Goncourt pour le livre de Mohamed Mbougar Sarr qui s'intitulait « Aidez-moi ». La plus secrète mémoire des hommes. La plus secrète mémoire des hommes. Et ça a dû complètement transformer la maison d'édition que vous dirigez. Oui, bien sûr. Oui. Ça nous a donné une notoriété, ça a un peu conforté notre réputation dans la profession. Oui. Et c'était un grand bonheur d'y arriver, parce que le Goncourt n'est pas en général accessible à des petites maisons comme la nôtre. Donc c'était une divine surprise que je n'avais pas du tout prévue un jour dans la trajectoire de la maison. En tout cas, c'est très bien, parce qu'avec l'argent du Concours, qu'est-ce que vous faites ? Vous rééditez Rezvani. Ça, c'est une très, très, très bonne initiative. Je voulais vous faire lire, Serge, également, après le poème d'Éluard, un petit peu de votre prose. Est-ce que vous avez besoin de lunettes ? Non. Non. Mais vous êtes une anomalie de la médecine, vous savez ça. Si on est un peu anormal, on devient beaucoup, avec l'âge. Je ne sais pas si vous arriverez, alors, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ici, mais j'ai choisi un passage dans Les Années-Lumière, oui, où j'ai entouré, parce que c'est pour montrer, vous avez tout à fait raison, Philippe, de dire qu'il transforme tout par magie, comment Serge Rezvani,
en 1967, c'est-à-dire à peine 20 ans après la guerre, raconte l'Exode. L'exode devient général. Sur la route, c'est une colonne sans fin de familles en vacances. Une caravane ininterrompue, cuisine, ambulance, petit matériel. Ah, c'est bien, merci. Petit matériel, mixeur à lamelles, matelas, couverture, pot de fleurs, canaries. C'est le joli départ printanier, la ruée vers l'oxygène. On ne pense pas encore au bain de mer, mais c'est un peu dans l'air, 25 ans à l'avance. Les blindés allemands foncent, ils rêvent de la Grèce, de la Riviera, de la Côte d'Azur. Répétition générale, au bord des calanques, torse nu, bronzé, on astique les canons, comme aujourd'hui, on entretient son fusil sous-marin. Maintenant, les Mercedes ont remplacé les tanks, ça abîme moins les routes. Maintenant, les Mercedes ont remplacé les tanks, ça abîme moins les routes. C'est-à-dire que vous parlez de l'Exode, vous parlez d'une chose absolument atroce, des millions de gens sur les routes, et vous faites comme si... J'ai vu l'Exode de très près, oui. Oui, vrai. vous l'avez vu. Et avec les Stuka qui bombardent. Oui, les Messerschmitt. Oui, bien sûr. Vous décrivez ça avec ironie, comme si c'était des gens qui partent en vacances. Pourquoi ? Parce que juste après la guerre, je suis parti dans le Midi vivre de ma pêche sous-marine dans un endroit très sauvage, où il y avait encore des péniches de débarquement en sablé. La côte était toute minée, toute la presqu'île de Saint-Tropez était minée. Et puis j'ai vu arriver, de temps en temps, un couple d'Allemands avec leurs femmes. Et ils venaient visiter les anciennes casemates, ce qu'il en restait. Et donc, j'ai vu les premiers touristes allemands, juste après les touristes... Juste après l'envahisseur. Oui, les envahisseurs blindés et en char. Oui. Et là, j'ai vu les premiers touristes allemands revenir nostalgiques pour montrer à leurs femmes comment ils avaient connu la Côte d'Azur du temps où il y avait la botte allemande. Mais tout ce livre, c'est ça l'intérêt du livre, c'est que c'est la guerre par un enfant. Vu par un enfant. Et il y avait un livre de Pascal Jardin qui s'appelait La guerre à 9 ans. C'est un peu ce même climat. C'est une vision très personnelle, très particulière, parce que on voyait par exemple, derrière le buisson, près de Palaiseau, on voyait des bombardements. Non, on voyait les grandes... Comment ça s'appelle les bombardiers. C'était pas des B-52 encore. Mais en flammes, qui rasaient les maisons, et les hommes, les aviateurs en flammes eux-mêmes, se jetaient hors des avions en flammes. Et le lendemain, à l'école, il y avait tout un trafic de stylos, de montres et de bouts de parachute. Ouais. Non, la guerre était là partout, tout le temps. Bien sûr, mais vous racontez dans le livre les bombardements à Paris de la DCA. Bien sûr. Vous alliez dans les caves. Oui, évidemment. Tout le temps. Bien sûr. C'était le bon temps. Et vous avez vécu... C'était le bon temps, je ne sais pas. Vous avez vécu la libération de Paris aussi, mais on en a parlé la dernière fois, alors on ne va pas y revenir encore. Bien sûr. Mais c'est un livre, je pense, vraiment à conseiller pour cette raison-là, parce que c'est un peu ce qu'a fait Gaël Faye, d'ailleurs, qui a eu le Renaudot, lui aussi, en même temps que vous. Gaël Faye décrit le génocide des Tutsis avec un regard d'adolescent, un regard d'enfant. Et au fond, devant l'horreur, mieux vaut rester éberlué, un peu naïf. Et puis on n'a pas, encore une fois, la liberté de... On n'a pas de culture du malheur. En fait, on découvre le malheur sans se rendre compte à quel point il est grave. Parce qu'il y a une telle force de puissance, de désir de vivre, qu'on est heureux si on trouve un petit bout de pain quand on a faim. Et ça devient merveilleux. Donc finalement, c'est avec le temps, même pour le génocide, même ce qui s'est passé avec la Shoah, c'est avec le temps que ça devient intolérable. Mais après la guerre, moi j'étais au Lutetia, et j'étais à la Grande Chaumière où il y avait beaucoup de peintres qui revenaient des camps, des Juifs qui s'en étaient sortis. Ils montraient des petits dessins, on ne les écoutait pas. Et ils ont édité à leurs frais leur histoire, ce qu'ils avaient subi dans les camps. Mais personne ne s'y intéressait. On s'en foutait. Parce que les Français avaient vécu quand même... Ils ont eu faim aussi. Ils ont vu bien des cadavres. Ils ont été bombardés. Donc l'histoire des Juifs ne les intéressait pas beaucoup. Oui. Ce n'est que maintenant... Il a fallu attendre les années 70, peut-être avec Nuit et brouillard. C'est Nuit et brouillard. Oui. Ça a commencé avec Nuit et brouillard. Oui. Puis après, il y a eu Shoah, etc. La conscience est venue après. Très long, de plus en plus tard, bizarrement.
bon, vous découvrez l'amour aussi. C'est pas un livre uniquement sur la guerre. Hein, c'est un Oui, mais livre... l'amour, c'était pas rien non plus, parce qu'à l'époque, les femmes avaient très peur. Oui. C'était très difficile pour un adolescent d'avoir un contact avec une femme autre que bonjour, bon, tu prends un café, salut, au revoir. Oui. C'est très compliqué. Et les filles avaient une trouille horrible, et j'ai connu des filles qui sont mortes avec des aiguilles à tricoter. À cause des avortements clandestins. Non, les femmes avaient toutes les raisons d'avoir peur. Et je pense que justement, la contraception, j'ai écrit un article qui m'a été refusé au Monde, où je dis qu'on ne va jamais en amont. C'est quand même les hommes qui sont incontinents. Pourquoi c'est les femmes qui payent? Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Bon, vous avez rencontré Nicolas de Staël aussi, Oui, bien sûr. Cocteau, Picasso, Oui, bien sûr. parce que Mon père était très ami de Picasso. Oui, il venait chez votre père pour se faire dire ils passaient leurs l'avenir. vacances ensemble, Ah oui. à Golfe-Jean. Et là, il y a une anecdote très jolie, parce que j'avais exposé à la Galerie Mac des toiles abstraites. Quand mon père a vu ça, il était fou de rage, il aurait crevé mes tableaux. Parce que j'étais un peintre de la Renaissance. J'étais très doué quand j'étais jeune, et il pensait que je serais un nouveau. Il m'appelait Michel-Ange Molitor pour se foutre de ma gueule. Et donc, et puis plus tard, il est devenu très ami de Picasso, et Picasso l'adorait. Il disait, on est les deux derniers magiciens, il disait à mon père. Et un jour, il lui a dit à Godefroy, tu viens dans mon atelier, je le fais jamais, je vais t'offrir un tableau. Et mon père a dit, écoute, tu es gentil, tu fais les mêmes conneries que mon fils. Et Picasso a dit, voilà enfin un homme sincère. C'est beau, non? Mais c'est dommage, vous auriez hérité d'un tableau. Oui, mais je trouvais bien de ne pas en avoir hérité. Oui, non. Mais c'est vrai que c'est une vie incroyable. Donc je passe sur l'après-guerre. Vous partez par amour pour Lula, vivre pendant 50 ans dans un palais dans la forêt des morts, à la garde Freinet. Oui, mais là, vous n'arrivez pas à rester tranquille parce que Jeanne Moreau achète la maison d'à côté. Du coup, c'était quoi? 80 hectares de forêt. Non. Ah oui. Elle est venue contre nous. Après, d'autres gens sont venus. Après, le réalisateur anglais, comment il s'appelle? Tony Richardson, qui a fait un film avec mes chansons. Voilà. Et puis, bon, donc en fait, vous avez lancé la mode de... André Putman, Olivier Guichard. On a eu... Tout d'un coup, on s'est trouvé tout doucement encerclé par des people, ce qu'on appellerait aujourd'hui. J'ai écrit une lettre à tout le monde en disant que je voulais bien les voir à Paris, mais pas là. Pas là-bas. Mais quand même, ils sont un peu venus vous déranger, puisque Jeanne Moreau, à force d'être voisine, mais vous la connaissiez de Paris, mais bon, elle aimait beaucoup chanter vos chansons. Ah oui, on était amis. Je l'ai connue gamine, quasiment. Oui. Et un jour, elle amène François Truffaut, qui vous demande des chansons. Mais François il aimait vraiment beaucoup mes chansons. Et il a très bien senti qu'en tant que peintre, vu ce qui se passait, je vendais très bien mes tableaux. J'avais une cote et tout, j'exposais dans des grandes galeries, mais je n'aimais pas de moins en moins. Je détestais vendre mes tableaux à des... C'était pas pour moi. Et Truffaut a très bien senti ça, et je pense qu'il souhaitait que ça soit un tube, comme on disait. Ah mais bien sûr, il voulait que vous... Il vous a pris... le tourbillon de la vie dans Jules et Jim en 61 pour, disait-il, faire votre fortune. Et c'est ce qui s'est passé. Fortune, non, parce que j'ai été... Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ah, mais je vais vous le dire. Moi, je le dirai à votre place. Parce mais que la SACEM n'a pas voulu de moi. La SACEM vous a arnaqué. Vous a arnaqué parce que vous ne connaissiez pas le solfège. Exact. Et on m'a fait passer un examen pour être mélodiste quand le tourbillon passait 10 fois, 20 fois par jour sur les ondes, et j'aurais dû être reçu pleinement comme compositeur sur la notoriété publique. Auteur et compositeur, oui. Donc j'ai dû signer mes chansons, et je ne savais pas, avec tous les gens, tous les garçons, tant mieux pour eux, qui accompagnaient Jeanne Moreau, qui la faisaient travailler, et j'ai signé avec du tas de types que je ne connaissais pas, qui étaient musiciens. Et qui touchaient les droits à votre place. La moitié. Oui. Et donc la moitié de ma musique, pendant 20 ans, a été partagée avec des gens que je ne connaissais pas. Oui. Et un jour, il y a un éditeur de musique qui a dit « Mais c'est vous qui avez composé ?» J'ai dit « Oui, bien sûr. » Et alors, mais vous savez, vous deviez entrer sur la notoriété publique. J'ai dit « Je ne savais pas. » Il m'a dit « Vous réclamez J'ai écrit à tous, et ils m'ont rendu mes chansons. Ah, mais le tourbillon de la vie, combien de temps avez-vous mis à le composer? Si on ne connaît pas le solfège, on peut composer de la musique quand même? C'est parce que je ne connais pas le solfège que je composais. C'est-à-dire vous fredonnez comme ça? Ah non, pas du tout. Non, un jour j'ai pris... On n'avait pas de musique. On avait une propriété sublime,
une propriété italienne merveilleuse dans la forêt, mais c'était trop loin pour l'électricité. Donc on vivait pas avec des chandelles, c'était somptueux. Oui. Alors donc pas d'électricité, pas d'eau, pas de radio, pas de télé, on avait évidemment. une source vive et on avait de l'eau qui coulait. D'accord. Mais et pas de radio. À l'époque, il n'y avait pas de transistor, je sais pas. Bon, bref. Et donc, un jour, Francesca Solville, qui est une chanteuse merveilleuse, qui était une amie, m'a apporté une guitare. Et j'ai essayé de trouver des accords. J'ai trouvé 2 accords. Et c'est sur 2 accords et 3 ou plus que j'ai composé toutes mes chansons. Et donc, et d'ailleurs, les musiciens trouvent ma musique extrêmement compliquée. Et en fait, elle est venue de la simplicité. Et vous m'avez toujours pas dit combien de temps vous aviez mis à écrire Le Tourbillon. Peut-être un quart d'heure, peut-être une demi-heure. Parce que c'était pour l'anniversaire de Jean-Louis Richard et Jeanne Moreau. Voilà, qui était le mari de voilà, Jeanne le Moreau. mari. Et comme ils se séparaient tout le temps, donc j'ai fait une chanson pour me moquer d'eux. Voilà. On l'écoute quand même. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Écrit en un quart d'heure, c'est énervant, hein. Et il y a d'ailleurs dans les années-lumière des paroles de chansons, il y a des poèmes à un moment qui apparaissent et qui sont devenus des chansons après, ou pas? Non, c'était des chansons déjà. Oui, oui, d'accord. Et même Le Tourbillon, c'est une chanson qui est bien avant Julie Jim. Oui, oui. Je ne l'ai pas écrite ni pour Jeanne Moreau, ni pour le film. Et il y a d'autres chansons dans votre carrière. Truffaut donc est venu vous demander de lui donner le tourbillon, mais Jean-Luc Godard aussi est venu vous voir, pareil, chez vous, dans votre maison où vous vouliez être tranquille. Tout le monde venait vous emmerder, en fait. Oui et non. Oui, Godard. Non, après il est revenu. Oui, là, ça a été terrible parce qu'ils étaient maintenant qu'elle est morte, Anna Karina, ils étaient au moment de séparation. Oui. Et on a eu des dîners à 4 terrifiants. Elle était malheureuse? Ou Oui, ça n'allait pas du tout entre eux. Ouais. Et il est venu tourner dans ma châtaigneraie aussi. Il y a des séquences. Pierrot le Fou qui ont été tournées chez moi, oui. Ah oui. Et donc là, vous lui avez donné Jamais je ne t'ai dit. Mais j'avais 2 chansons sur mon magnétophone. Je lui ai fait entendre. Il m'a dit c'est ce qu'il me faut. Je lui ai dit vous êtes vraiment paresseux. Il m'a dit non, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors, écoutez bien les paroles, ceux qui nous regardent, écoutez bien les paroles de Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toute la vie, parce que c'est la définition de Rezvani pour l'amour durable. Pour moi, c'est une philosophie de l'amour. Ouais. Absolument. Jamais je ne te dis que je t'aimerai toujours. Oh mon amour. C'est Anna Karina. Ouais. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments méconnaissants, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues, petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers. Combien de mots d'amour? Alors, et de toutes vos 130 chansons, c'est celle-là que vous préférez? Je pense que oui. J'en ai écrit une autre qui est dans le sur Gloire à Dieu, sur la Genèse et sur ce que je pense de Dieu, ce Joker. Et puis, il faut signaler une chose aussi, que notre ami a publié toutes mes chansons aussi dans un livre. C'est vrai, bien sûr. Oui. Chansons silencieuses. Oui.
Et là, c'était donc un coffret de 3 CD paru chez Jacques Canetti, l'illustre éditeur de Jacques Brel et de Françoise Canetti, sa fille. Oui, oui. Et il y a là toutes vos chansons et aussi des nouvelles versions par des artistes contemporains, Philippe Catherine, Alain Chamfort, Vincent de Dienne, Cali, Elena Nogueira, Raphaël. Mais si je puis me permettre une critique, je trouve que les nouvelles versions n'arrivent pas à la cheville de celles de Jeanne Moreau et Anna Karina. Alors pourquoi ? Parce que peut-être il y avait peu d'instruments. Je ne sais pas pourquoi. En effet, pourquoi pas. Oui, il n'y avait pas d'ambition de vous... Oui. En fait, il n'y avait pas l'ambition que ça devienne des tubes. Ça a été fait dans une sorte de nécessité créatrice, puisque c'est pour des films de Godard. Oui. Julie Jim, ça a été fait avec des bouts de ficelle. Ça a été fait comme ça. Moi, je l'accompagnais avec trois notes de guitare. C'était un peu pauvre, tout ça. Mais c'est aussi peut-être parce que vos chansons ne sont pas faites pour être chantées par des professionnels. Là, ce sont des vrais chanteurs qui ont des vraies voix. Et là, Jeanne Moreau comme Anna Karina n'étaient pas chanteuses professionnelles, vous voyez. Sûr. Mais là, il y a aussi Vanessa Redgrave qui chante mes chansons en anglais, mise en musique par Duhamel. C'est magnifique. Oui. Alors là, c'est du Hollywood. Oui, c'est vrai, oui. Mais bon, est-ce que peut-être vos chansons... Je suis pour l'extrême simplicité. Oui, c'est ça. Oui, peut-être. Bon, moi, je dis ça... Beaucoup, je les ai enregistrés comme ça. J'engage les gens à se faire leur propre avis, parce qu'évidemment, ce n'est que mon avis. Moi, peut-être que je suis un peu old school. J'aime bien la pureté des chansons telles qu'elles sont interprétées. Mais, ce que vous ne dites pas, c'est que sur ce disque, il y a toutes ces chansons chantées par Serge. Par Serge aussi, oui, bien sûr. Parce que ça, c'est quelque chose d'assez magique aussi. C'était quelque chose d'assez pur. Je trouve que ta voix est parfaitement adaptée aux chansons. En fait, a publié 6 CD où j'avais fait l'entier. J'avais chanté toutes mes chansons pour les archiver comme je les voulais, simple, sans fioriture. Dans Jules et Jim, 1961, vous jouez un des 3 personnages, enfin des 4 personnages principaux. Hein. Vous êtes Albert, le 3e homme, et vous auriez très bien pu envisager une carrière de comédien. Submergé de demandes. Ah, submergé de demandes, bien sûr. C'est vrai. Beau, jeune. Tous les metteurs en scène de la nouvelle vague voulaient que je joue dans leur film. Oui. Et alors pour le coup là, mais non. Je vivais tranquillement, loin de tout. Oui. J'allais pas. Même on est venu j'ai eu une émissaire d'une grande maison hollywoodienne qui est venue me proposer d'aller à Hollywood faire la musique de film. Oui. Ça ne m'intéressait absolument pas. Du coup, c'est Michel Legrand qui est allé à votre place. Oui, non, c'est sûr. Oui, bon, il a fait beaucoup pas Michel Legrand. Non, mais il a fait beaucoup de choses là-bas. Mais évidemment. C'est marrant. Vous aviez une ambition, mais une ambition personnelle, en fait, qui passait après la vie privée. Mais ma vie, c'était mon art. Oui. Et même tout ce que j'ai créé, c'était des béquilles, des accessoires. Et puis c'était des chansons qui étaient dédiées à une personne. Ah oui, tout ce que j'ai créé, c'était pour séduire Lula. Oui. On ne vit pas 50 ans dans un œuf clos, sans beaucoup de fantaisie, sans beaucoup d'humour, sans beaucoup d'inattendu. Et donc la création permettait ça. Et Lula a vécu suspendu à tout ce que je créais, parce que chaque jour, je lui apportais de nouveaux éléments d'étonnement. Et de partage, surtout, et d'humour, et de rire. Alors, il y a eu 50 livres, 130 chansons. Combien de tableaux ? Quelques centaines. Oui. Et vous avez d'autres projets encore ? Ah oui, bien sûr. Oui. Je viens de terminer un roman et je suis en train de travailler à un disque de duo avec Nathalie Hakoun, qui est une jeune comédienne, plus jeune que moi. Une chanteuse. Oui, comédienne, chanteuse, et elle écrit aussi ses pièces, ses textes. Et j'aime beaucoup, elle chante d'une façon tellement peu habituelle. Elle a une voix qui est de cristal, qui risque de se briser à tout moment, j'adore ça. Et donc on fait un disque de duo d'amour. Je me permets de vous signaler qu'en France, une loi a été votée pour la retraite à 64 ans. Et vous en avez 97. Pourquoi vous continuez de travailler ? Qu'est-ce que c'est que cette folie ? Vous pourriez demander votre retraite depuis... C'est trop difficile de calculer. Non, je vais vous avouer une chose très drôle, c'est que pendant 15 ans, je n'ai pas touché ma retraite.
Parce que je ne savais pas qu'il fallait la demander. Mais c'est pareil que les droits de la SACEM. À chaque fois, vous oubliez. Exactement. Il y a de l'argent qui vous attend Oui, dans c'est plein vrai, de coffres c'est partout. C'est vrai. Et vous, Mais, voilà. mais c'est pas rétroactif. Hein. Ah oui, non. 15 ans de retraite que je ne toucherai jamais. C'est grâce à vous que beaucoup de gens, peut-être, vivent paisiblement avec la retraite de Rezvani. Pendant que les jeunes étudiants faisaient les grèves du temps de Villepin, j'ai vu une petite gamine de 15 ans qui a dit « Mais moi, je pense à ma retraite. Ah non, mais ça, c'est terrifiant. » Alors, Oui. très bien. Il vaut mieux ne pas y penser. Mais peut-être c'est le secret de votre longévité, justement, absolument. de ne jamais Je savais pas que ça considérer... existait là, retraite. Oui. Alors, on va refaire le jeu que vous avez déjà fait la dernière fois. Devine tes citations. Je vous lis des phrases de vous que vous avez écrites quelque part et vous devez me dire où. C'est une manière de tester si vous avez la mémoire qui flanche. Elle flanche là-dessus. Ah, vous croyez ? Ce qui est arrivé ne doit rien au hasard. C'était déjà écrit, annoncé quelque part. Moi qui ne croyais plus ni en rien, ni en moi, voilà qu'une vie nouvelle s'ouvrait grâce à toi. Alors ça, vous citez ma dernière chanson Oui. que je chante justement avec Nathalie Akoud. Sur le coffret. Sur le coffret, absolument. Je l'ai écrite parce que je l'ai rencontré à Montparnasse et je décris cette rencontre. Le titre, c'est « Ça s'est passé à Montparnasse 2023 ». Vous avez gagné un point. Donc, vous avez rencontré à Montparnasse une nouvelle femme. Mais vous êtes incroyable. Ne disons pas que c'est une nouvelle femme, disons une nouvelle interprète. D'accord. Mais qui a très bien compris. À travers elle, je découvre mes chansons parce qu'elle y travaille énormément avec des musiciens. Et je découvre que mes chansons sont très complexes pour la première fois. Oui, c'est vrai. Autre phrase de vous. Trop de fois, j'ai été arraché aux êtres, aux lieux, aux choses, et je ne m'y suis jamais fait. Ça, c'est la première phrase de la traversée, du Testament amoureux. Bravo, deuxième point, Testament amoureux, 1981. Pourtant, j'ai pas cette mémoire-là. Mais donc vous dites quand même, j'ai été arraché aux êtres, aux lieux, aux choses. C'est l'inconvénient d'être vieux. C'est que la vie est une suite d'arrachements. Et vous arrivez à traverser ces chagrins ? Mon enfance a été un arrachement perpétuel. Oui. Vous avez été entraîné très tôt. Très tôt à être seul et à ne pas avoir le droit de m'attacher à qui que ce soit. Donc je me suis fait mon petit chemin tout seul, très solitaire. Et c'est pour ça que je vis peut-être si vieux. Mais vous dites quand même, Pas été la phrase n'est pas optimiste. Vous dites trop de fois j'ai été arraché aux êtres. Donc ce n'est pas joyeux, hein ? Oui, je l'écris avec le recul parce que dans mon enfance, je n'avais aucun point de comparaison. Je ne savais pas ce que c'était qu'un enfant, que sa maman vient embrasser le soir et qu'elle vient border en lui disant « Dors bien, mon chéri ». Je ne connais pas ça, du tout. Ouais. Moi, quand j'ai eu le peu de temps que j'ai partagé avec ma mère, d'abord, elle était incestueuse avec moi. Je dormais dans le même lit, elle vivait nue tout le temps. Et elle hurlait de douleur tout le temps, c'était horrible. Et le matin, quand elle se réveillait, elle me disait « Tiens », puis elle parlait même pas le français. Elle me disait... Oui, vous parliez en russe, ensemble. On parlait en sabir. Ouais. Oui, en russe. Oui, c'était la langue de mon enfance, que j'ai perdue très rapidement. Elle m'a déposé dans un pensionnat chez les Bonnes Sœurs. Quand elle est revenue me chercher, je ne parlais plus le russe. Donc, j'ai plus pu communiquer avec elle en plus. C'était un peu compliqué, tout ça. Ah non, mais bien sûr. Mais il faut lire Les Années-Lumière et Le Testament amoureux pour... En fait, pour moi, vous avez écrit l'équivalent de Mort à crédit de Céline. Ce qui est étonnant parce que... C'est son plus beau livre. C'est son plus beau livre sur son enfance. Mais c'est étonnant dans la mesure où vous étiez juif et lui, antisémite. Et pourtant, vous avez fait deux livres qui se répondent. Moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est le livre de Céline que je préfère. Troisième phrase de vous. L'image du bonheur est révolutionnaire, ne serait-ce que parce que seuls des gens physiquement heureux sont en état de transformer leur société. Est-ce qu'elle est de moi ? Eh bien, c'était un piège. Elle est d'Alain Jouffroy. Régis Debray. Ah, c'est Régis Debray dans la lettre qu'il m'a écrite de Camillerie. Alors, je raconte C'est l'histoire. vrai. Donc, C'est vrai. Ce qui est dingue, vous avez une vie tellement... Il faudrait faire 12 émissions, mais Régis Debray, de sa cellule en Bolivie, où il était détenu pour avoir essayé de faire la révolution avec Che Guevara, vous écrit en décembre 68 une lettre parce qu'il a lu Les Années-Lumière. Il a lu ce livre dans sa cellule. On l'a mis dans la préface, d'ailleurs. Et c'est la lettre qui est en préface, oui, exactement. Et il dit ça. Et il dit que pour faire la révolution, il faut être physiquement heureux. C'est beau.
Peut-être que c'est pour ça qu'elle n'a jamais lieu, la Révolution. Une dernière, on vient de l'entendre. Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours, ô mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Gardons le sentiment que notre amour, au jour le jour, que notre amour est un amour sans lendemain. Très important. Pourquoi c'est si important? Si on se fait des promesses, c'est dangereux? Si par exemple se marier? Écoutez, Lula et moi, on se serait rencontrés, on nous aurait dit qu'on vivrait 50 et quelques années ensemble, on fuyait, Oui. chacun de son côté. Ça angoisse trop, quoi. C'est l'horreur. La permanence, oui. Oui, c'est l'emprisonnement. Il faut du danger pour l'amour. Il faut de l'innocence. Mhm. Parce que c'est marrant, ça ressemble à, vous savez, la non-demande en mariage de Brassens, qui est postérieure à votre chanson. Votre chanson date de 65 et Brassens 66. Ah. La non-demande en mariage, vous la connaissez, vous savez, c'est j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main, ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Ah non, je C'est connais pas. exactement la même idée qu'il a eue après Bien vous. sûr. Voilà. Bon, on va dire que Brassens a copié sur Rezvani, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'est pas là. Merci infiniment Serge Rezvani d'avoir accepté de venir parler. Et on va se quitter en écoutant la chanson de vous que François Truffaut préférait, Ni trop tôt, ni trop tard. Merci d'exister. Merci. Peu m'importe la tyrannie et le règne des soudards, tant qu'ils nous laissent la vie, tant qu'aimer n'est pas trop tard. Dans tes bras, ta tendre amie, de nos corps des chatteries, on fait périr mon cafard. Le bourdon du désespoir a pétri toute ma vie. Le bourdon du désespoir, des angoisses les plus noires. Peu m'importe vos sarcasmes et vos hoquets goguenards, uniforme du marasme, tant qu'aimer n'est pas trop tard. Dans tes bras, ta tendre amie a repris goût à la vie, en bénissant les hasards qui nous firent naître ensemble, et pas d'un siècle d'écart, qui nous firent naître ensemble, ni trop tôt et ni trop tard.